question d'actualité. L'actualité en République démocratique du Congo, c'est ces débats autour de la révision constitutionnelle ou du changement de la Constitution du 18 février 2006. Et pour en parler, nous avons invité pour vous un homme à ne plus présenter. Il s'agit du professeur ordinaire André Mata Betukumesou, il est en même temps secrétaire permanent de l'Union sacrée pour la nation. Bienvenue professeur sur ce plateau. Merci directeur Oscar, mais vous avez oublié, je suis également professeur extraordinaire à l'Université d'Afrique. C'est très important de le dire. Merci beaucoup professeur, vous êtes professeur extraordinaire, c'est une terminologie pour les universités anglo-saxonnes, notamment celle de l'Afrique du Sud. Professeur, ça fait débat dans les salons UP de Kinshasa, même en dehors des frontières nationales. Faut-il, oui ou non, réviser la Constitution du 18 février 2006 ou faut-il carrément changer cette Constitution? D'après vous, quelles en sont les motivations? Ici, je dois vous rappeler qu'hier, d'abord, nous avons procédé au lancement de la revue africaine de la démocratie et la gouvernance sur la Constitution. Le thème de la revue, le numéro spécial de la revue, qui est publié par mon institut, l'Institut pour la démocratie, la gouvernance et la paix et le développement en Afrique. Le thème de ce numéro spécial, c'était la constitution de la RDC à 18 ans. Quelle perspective? Et je dois rappeler également ceci, ça c'était un numéro antérieur. Je dois rappeler qu'au mois de février de cette année, il y a moins de 10 mois, nous avions tenu une grande conférence au Palais du Peuple sur la Constitution. Et vous savez, on ne pouvait pas faire les choses en cachette. Il y a eu dans les médias, on a annoncé, il y aura une conférence sur la Constitution, qui ont des idées sur la Constitution. Nous n'allons pas le faire en cachette. Nous l'avons fait au Palais du Peuple. Mais je suis assez étonné que le compatriote se réveille du jour au lendemain aux choses scientifiques. Il y a 10 mois, nous avons tenu cette conférence au Palais du Peuple. Et les professeurs sont venus, des scientifiques, pour dire qu'il fallait révisiter cette Constitution. Tel autre a dit qu'il faut une 4e République. Tel autre a dit il faut un mandat de 9 ans. Ils étaient là en plein jour. On n'a pas vu tous ces journalistes. On n'a pas vu tous ces gens qui se réveillent aujourd'hui 10 mois après. Donc voilà, nous avons organisé cette conférence et nous venons de sortir ce numéro spécial de la revue africaine de la démocratie et la gouvernance. La revue est sur l'internet, il faut aller sur Google. Le nom est en anglais, African Journal of Democracy and Governance. C'est le nom de la revue. Eh bien, dans ce numéro spécial qui fait pratiquement un tas de discussions que nous avions eues en février, on a essayé de révisiter la Constitution pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Là, c'est au début de l'année. C'est au début de l'année, en février. Nous l'avions déjà fait. Nous l'avons fait avant que n'importe quel politicien. Et ça n'a pas fait beaucoup de bruit à passer en février. Non, les gens ne suivaient pas, c'était en public. C'est ça ce qui étonne. On nous a dit, c'était au Palais du Peuple. Des scientifiques sont venus pour dire qu'il faut un mandat de 10 ans, de 9 ans, qu'il faut changer, qu'il faut retourner. Je peux vous citer quelques noms. Allez-y, parce que vous avez dit des scientifiques. Bon, notre aîné par exemple, je cite quelques-uns. Et je cite quelques-uns, le professeur Ndaiwel. Le prof Ndaiwel, qui est l'un de nos éminents historiens, il n'y en a pas 5 au Congo quand même. Il est venu dire que nous pouvions retourner à la constitution de la conférence nationale souveraine. Il a dit publiquement. Et comme scientifique, on ne peut pas lui renier. Le professeur Bongeli. Le professeur Bongeli, pour ceux qui le savent, il a été vice-premier ministre, il a été ministre d'État, il a dirigé même votre ministère. Le ministère de la Communication et Médias. Mais Bongeli, c'est l'un des plus grands sociologues que nous avons dans ce pays. Il a critiqué cette constitution. Il a dit que c'était une constitution de sous-développement. Il le disait quand on l'adoptait lui-même, le professeur Bongeli. Il était député national. Il a dit pour lui c'était une constitution, même si on a eu des rédacteurs des Congolais, mais l'esprit venait de l'Occident. L'esprit venait de l'Europe. C'est le professeur Bongeli qui l'a dit, on peut le lire. Et il a dit que même les nôtres qui ont dit qu'ils étaient rédacteurs, voilà les termes qu'il utilisait le professeur Bongeli, que je salue en passant, qui a raté la conférence d'hier, que vous nous reverrez seulement avec lui sur votre plateau. Mais il a dit que même si on a été rédacteur, mais le concepteur c'était un autre. Et je crois dans son article, le professeur Bongeli revient également sur la thèse de l'un de nos jeunes collègues, et professeur, c'est Francis Kalumbo, qui a fait une thèse à l'UPN. Il revient également sur le procédé de rédaction, lui qui trouvait que l'idée partie de Liège et que Liège
c'est une université avec une idéologie colonialiste. On n'entre pas dans ces débats-là. Ce sont des universitaires qui l'ont dit. Il y a combien de sociologues plus outillés que les autres? Et là, donc voilà, il y a eu le professeur Mabaka, oui. La 4e République. Il y en a d'autres qui pensaient qu'on ne devait pas réviser, qu'on ne devait pas changer. C'était un débat scientifique. Cela s'est fait il y a 10 mois. Donc aujourd'hui, ce sont même des universitaires qui ont dit que c'était une constitution des belligérants. Et si vous entendez les gens qui s'en prennent à certains leaders politiques, d'autres qui essaient d'importuner le président de la République, mais ils comprennent que des professeurs d'université eux-mêmes l'avaient dit. Le professeur Bogé, s'il faut revenir à son article, les gens liront. Il a dit: j'étais au Parlement. Je n'ai même jamais vu ce projet-là. L'autre sociologue, Yumen Koko, il a étudié sur le mot en bas le temps, il a étudié ce qui s'est passé en mort du temps de la conférence. Il dit: mais on ne comprenait rien, on a adopté. Donc je ne veux pas là-dedans. Ça c'est autre chose. Mais des universitaires et des grandes renommées, c'est que tout ce que nous avons de meilleurs se sont prononcés sur la question. Et le professeur Ndjoli était là. Le professeur Ndjoli. Jacques Ndjoli, c'est l'un des grands constitutionnalistes de ce pays que tout le monde connaît. Il a dit qu'il faut une lecture ou une réécriture de cette constitution. Alors faut-il réviser ou changer carrément cette constitution du 18 février 2006? Vous allez un peu vite. Voilà. Je vais utiliser 3 articles pour cette émission, pour que les gens comprennent. 1. La constitution est révisable. L'article 218. Elle prévoit elle-même les mécanismes de sa révision. Qui peut initier une révision constitutionnelle dans notre pays? L'article 218. 1. Le président de la République. 2. Le gouvernement après en avoir délibéré en Conseil des ministres. 3. Chacune des 2 chambres du Parlement, l'Assemblée nationale ou le Sénat, s'exprimant par la majorité de ses membres. 4. La population. Une fraction de 100 000 personnes qui font la pétition. Il n'y a que ces groupes-là qui peuvent initier une révision constitutionnelle. Et pour le moment, il n'y a que les chefs d'État qui se prononcent. Et quand c'est fait, qui juge du bien fondé? On soumet par là. C'est le Parlement qui juge du bien fondé. Ce n'est pas une opposition. Non. Ce ne sont pas des ONG, la CENCO ou autres, qui décident du bien fondé. L'article 218 est clair. Qui décide du bien fondé? Parce qu'on entend souvent, et on a entendu beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a opportunité? Mais vous posez la question, vous êtes qui pour poser la question s'il y a opportunité? Et les journalistes ont suivi ces débats-là. Est-ce qu'il y a opportunité? Quoi? C'est nous les parlementaires, le peuple nous a élus. Donc, qui peut juger du bien fondé d'une vision constitutionnelle? Il n'y a que le Parlement. Je continue la procédure à l'article 218. Après, pour que la révision constitutionnelle devienne définitive, on doit aller au référendum. Mais on ne va pas au référendum si le Parlement, statuant par la majorité de 3/5. Voilà. S'il y a cette majorité-là, on ne va pas au référendum. C'est terminé, comme ça s'est passé en 2011. Concrètement, c'est quoi? On peut réviser au Parlement sans passer par le peuple. Pour réviser la Constitution, c'est comme on a fait en 2011. La Constitution que le peuple avait adoptée nous permet de réviser sans quoi? Sans nous référer à une ONG. Si les quorums requis est atteint, c'est terminé. On n'a pas besoin de référendum. Non, il n'y a pas besoin de référendum. Et le bien fondé, ne continuez pas à poser des questions dans les médias, mais est-ce qu'il y a opportunité? Est-ce qu'il y a opportunité? Je vous dis que c'est le Parlement seul qui juge le bien fondé. Ce n'est pas une église. Bon, voilà. Ça, c'est donc la Constitution est révisable et cela était, et le prévoit elle-même. Les prévoit l'article 218, je vais lire. Oui, vous pouvez lire pour ceux qui nous suivent. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment 1. au président de la République, 2. au gouvernement après délibération en conseil de ministres, 3. à chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres, et 4, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, à une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes, s'exprimant par voie d'une pétition. Professeur, vous êtes professeur de droit constitutionnel, vous êtes parmi les rares professeurs Et ce n'est pas vous qui le dites. Les autres le disent, c'est pourquoi il est extraordinaire. Donc je ne veux pas avoir mes titres sur le plateau. Merci professeur pour la modestie et l'humilité. Mais je voudrais savoir, vous optez pour la révision ou les changements? On va progressivement, c'est un débat très attendu. Je sais qu'on attend le match, mais il faut que notre peuple comprenne.
En Afrique du Sud, on vous écoute, monsieur le directeur, et je vous félicite. En ce moment, on vous suit à Dakar. Et à Dakar, on connaît le professeur André Mbata quand il s'exprime sur les questions de droit constitutionnel. On vous suit à Niamey, en ce moment. Au Niger. On vous suit à Cotonou. Au Bénin. En ce moment précis, donc allons méthodiquement pour qu'au niveau même continental, on suive. Vous ne l'avez pas dit. Le professeur André Mbata est membre du réseau des constitutionnalistes africains. C'est-à-dire les constitutionnalistes suivent. Les juristes suivent. Donc c'est pourquoi j'ai demandé un peu ce temps-là. Voilà, nous avons fini pour la révision. La Constitution de la RDC 18 février 2006, elle est révisable. Il n'y a pas que de contestation. Il n'y a pas d'autres questions à poser sur l'opportunité. On doit d'abord manger. Non. Le texte a bien prévu clairement. Ce texte est révisable. Allons à la prochaine question. Autre question, professeur. Vous parlez du changement. Du changement. Est-ce que vous voulez vous personnellement, vous êtes pour la révision, parce que vous avez dit qu'elle est révisable, d'accord. Vous personnellement, en tant que professeur ordinaire, extraordinaire, sous d'autres cieux, est-ce que vous êtes prêt pour la révision? Je vais répondre, mais vos téléspectateurs n'ont pas encore bien suivi. Vos émissions ont toujours aussi un caractère pédagogique. Allez-y, allez-y. Il y a aussi une chose ici que j'entends. Révision et constitution, vous les entendez sur tous les plateaux. Mais qui vous a dit qu'il y a un changement de la constitution totale? Ça n'existe pas. Je suis les différentes émissions des médias congolais. Est-ce qu'il y a révision? Est-ce qu'il y a changement? Disons d'abord une chose en toute modestie. C'est nous qui inventons ces concepts-là. Ce sont les doctrinaires, comme nous, qui avons inventé le terme révision. Ça ne vient pas de politique. Et ça ne vient pas de TikTok. C'est à dessein justement que vous l'avez fait. Non, c'est nous les doctrinaires qui inventons ces concepts-là. Je vous dis, le changement d'une constitution totale n'existe pas. Qu'on apprenne à poser les questions autrement. Parce qu'une constitution reprend toujours certaines dispositions des constitutions antérieures. Le droit à la vie, nous n'allons jamais le supprimer. Vous allez le retrouver. Tout ce chapitre sur le droit humain et la liberté d'expression qui est si cher aux journalistes et que j'aime bien, il va toujours rester là, dans toutes les constitutions du monde. Donc le changement, comme vous l'entendez là, il n'existe pas. Il faut tout relativiser. Et d'ailleurs, en Suisse, on ne parle pas du changement, on dit que la révision peut être totale. La révision constitutionnelle peut être totale. Donc ils inventent les concepts. Donc vous avez devant vous un constitutionnaliste, c'est nous qui inventons ces concepts-là. Et nous pouvons également les changer avec l'évolution. Et bien, il est important que les journalistes, que les médias, que les hommes politiques, les hommes religieux apprennent à se ressourcer auprès des constitutionnalistes. Je l'ai souvent dit. Soyons modestes, moi-même je voudrais l'être, je le suis. Tout le monde n'est pas constitutionnaliste, mon Dieu. Tout juriste n'est pas constitutionnaliste, bon sang. Ah, professeur. Non, disons clairement. Ça, c'est très bien. Il faut qu'on se confie. Cette nation a des grands constitutionnalistes. Cette nation qui est la nôtre, elle a des grands constitutionnalistes. Et je l'ai souvent dit. Notamment le professeur Bochab. Le professeur Bochab, le professeur Essambo, le professeur Njoli. Il y a plusieurs. Il y a le professeur... La faculté de droit est pleine, je ne voudrais pas les citer tous pour ne pas faire des jaloux. Mais c'est plein à la faculté de droit de l'UQIL. Il y a même une association congolaise de droit constitutionnel. En dehors de la faculté de Kinshasa, il y a par-ci, par-là aussi des constitutionnalistes. Mais par contre, vous avez également des partis politiques où il n'y a aucun constitutionnaliste de renom. Vous avez des ONG pour lesquelles, quand vous nous invitez au débat, on ne vient pas. Il y a des partis politiques qui n'ont pas de constitutionnalistes derrière. Mais qui sont de débattre sur la Constitution. Mais vous allez débattre avec des gens qui ne connaissent pas. Il faut avoir un certain niveau. Déjà, je vous dis en termes de concept, la révision c'est quoi? Quand nous venons devant vos médias, c'est toujours, allez n'importe quelle révision ou changement, je me dis bon ça. Posez d'abord qu'on vous dise en quoi c'est possible. Et si on parle de révision totale... Écoutez comment les choses deviennent compliquées. Parce qu'on va arriver à l'article 220. Quand est-ce qu'on passe d'une république à une autre? Quel article il faut changer pour que vous commenciez à parler d'une nouvelle république? Vous le savez? On va parler à l'article... Écoutez, on va arriver à l'article 220. Laissez-moi d'abord cheminer bien ces débats, parce que cette constitution, l'actuelle, de 2006, a régenté l'action publique. Ça fait pratiquement 18 ans.
parce qu'en 2026, il aurait totalisé 20 ans, 18 ans jour pour jour, et on lui taxe qu'elle freine le développement du pays. En quoi faisant? Je vais vous dire une chose. On le taxe, on sait qui. L'opinion. Et quelle opinion? Il faut être blessé une certaine opinion, vous savez bien dire les choses. Hein? Je dois dire ceci. Cette constitution a été adoptée par référendum du 18 au 19 décembre 2005, promulguée par le président Kabila le 18 février 2006. Le 12 mars, retenez bien, le 12 mars 2006, cette constitution n'avait pas encore fait 2 semaines. La CENCO, l'Église catholique, fait un communiqué intitulé « Lèvons-nous et bâtissons ». 12 semaines après, qu'est-ce qu'on lit dans ce communiqué-là? L'Église catholique, il pense que vraiment il y a des tâches prioritaires que le nouveau Parlement, auxquelles le nouveau Parlement doit se consacrer. C'est amender la Constitution. Il dit que ces tâches-là, ces compléments-là, ces amendements-là sont non seulement prioritaires, je reprends les mots, vitaux pour le développement économique et politique de la nation. Donc ils estimaient que qu'est-ce qui était vital? C'était les amendements. Donc ne tombez pas dans le piège des gens qui ne comprennent pas grand-chose à la Constitution. Mais la même Église aujourd'hui, la CENCO, bat en brèche toute idée de révision de la Constitution. Nous avons suivi certains clergés, membres du clergé de l'Église catholique, dire non, c'est une pente dangereuse pour répondre. Mais posez-nous la question, où est votre déclaration du 18? Je donne les dates. Hein. 12 mars 2006, ils disent que la révision, c'est prioritaire. Ce n'est pas le social. Quand ils disent en 2006, l'enfant n'avait même pas encore marché. Ils disent que c'est vital. Hein? Le vital, ce n'était pas le ventre du Congolais, le social dont on parle aujourd'hui. Ils disent changer, c'était vital pour la nation. La même. Alors ici, il faut dire ceci, et je ne veux pas trop m'apaisantir là-dessus, c'est que l'Église n'est pas mieux outillée dans ce domaine. Ils sont mieux outillés dans le domaine de la morale. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas de constitutionnalistes à l'Église. Non, mais il n'y en a pas. Bien formé. Hein? Tout le monde n'est pas moraliste. Il y a quelques-uns, ils ont fait ce qu'on appelle le droit canon. Le droit canon. Ceux-là ont étudié le droit. Mais ce ne sont pas tous ceux qui passent pour l'éthique, non. Je dois vous dire, directeur, on doit être vraiment humble dans ce pays. Mais l'Église n'a pas ces compétences-là. Il y a combien de constitutionnalistes là-bas? Il y a quelques abbés, évidemment, il n'y en a pas. Et ici, on ne change pas quoi. Je l'ai dit hier à la conférence. Nous sommes le dimanche. C'est aujourd'hui, c'est le 4e, c'est le 8. On vient de l'église. On a changé la prière de notre Père. C'est la prière la plus universelle parce que nous l'avons reçue du Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On l'a changé il y a moins de 10 ans. Ce n'est plus. Il y a des éléments nouveaux. Mais comment vous récitez la prière sans la connaître, sans savoir qu'on l'a changé? Moi j'ai l'ancienne version. Ah, vous avez la tête? Oui. Moi j'ai l'ancienne version de notre Père. Alors pourquoi vous ne me posez pas la question? On disait ne nous soumet pas à la tentation. Ils ont changé. Ils ne nous laissent pas entrer dans la tentation. Mais mon cher ami, posez-vous la question. Tous ces cardinaux-là, ces papes-là du Moyen-Âge, tous ces papes-là de l'Antiquité, du Moyen-Âge, des temps modernes, de l'époque contemporaine, ils sont allés tous en enfer. Donc ce qu'on a béatifié, parce qu'ils désirent mal la prière de notre Père, non. Et quand on a changé la prière de notre Père, on a consulté quel chrétien? Vous avez vu quel prélat pour expliquer nous avons changé le notre Père? Qui vous a donné le pouvoir? Donc tout le monde est parti en affaire. Le droit canon lui-même, le droit canon a été changé. Je crois peut-être que vous êtes plus jeune, mais pour ceux qui ont mon âge, et bon, les anciens séminaristes le savent. Mais le prêtre ne disait pas la messe, il ne regardait pas les fidèles. Il regardait l'autel. Mais on a tout changé. Et on ne pouvait pas danser à l'église. Mais maintenant l'église c'est devenu un bel endroit pour exhiber la danse et toutes sortes de danses mondaines. On profite, on peut danser à l'église, ça n'existait pas. Le Concile Vatican II, dans les années 63, on a changé beaucoup de choses, on a demandé la vérité. Tant qu'il y a eu des changements au niveau du droit canon, on peut aussi changer. Je peux vous citer plusieurs canons. C'est ça votre argumentaire. C'est pour vous dire quoi? Si la Bible est changeable, le livre sacré, ils l'ont changé, que devient la Constitution? N'est-ce pas la Bible, le livre sacré? Ils l'ont changé sans causer. La Constitution
peut être changée. Je dis mieux, elle peut être modifiée. Elle peut être modifiée, on va arriver à l'article 220. Il n'y a pas de constitution éternelle. Avant de terminer l'émission, je vais vous donner quatre sources pour revenir sur cette question-là. La Constitution peut être amendée, elle est révisable, elle peut faire l'objet de modifications beaucoup plus substantielles. Et il n'y a pas un problème pour cela. Il n'y a pas question de se lever pour commencer à contester. Non. Donc je respecte beaucoup les ONG. Moi-même j'ai une ONG. Moi-même j'ai une ONG. Et qui est assez puissante, qui a joué un grand rôle dans l'événement du régime que nous avons aujourd'hui. Parce que très souvent, j'entends souvent, mais je suis moi-même les émissions de vos compatriotes. Ils disent, mais le prof là, il n'est pas, c'est le ventre, c'est quoi? Non. C'est tout ce que nous avons cherché. Évidemment, moi j'ai combattu Kabila. J'ai dirigé la transition sans Kabila. Vous avez combattu Kabila, mais il y a une de vos vidéos qui circule dans les réseaux, oui, à laquelle vous appréciez la Constitution de 2006 comme étant la meilleure des constitutions. Mais j'ai dit que le français est facile, que les gens retournent à l'école. Le meilleur là, c'est le comparatif. J'ai dit comparer cette constitution que je tiens dans mes mains. Et au jour d'aujourd'hui, j'utilise même le mot au jour d'aujourd'hui. Elle est meilleure que celle de 60. Je confirme, je l'ai dit aux États généraux. Au temps où les belligérants étaient autour d'une même table en train de diriger. Elle était meilleure, c'est-à-dire d'autres étaient encore pires. Elle était meilleure que 60, mais je n'ai jamais dit qu'on ne peut pas y toucher. Jamais. Je l'ai dit ça aux États généraux de la justice, je l'ai dit aux 3000 participants. Donc, vous savez, et là, j'accompagnais. Je n'ai jamais dit qu'elle était éternelle, il n'y a pas de constitution éternelle. Mais ça m'amuse un peu de voir les vidéos. Le prof Mbata, le pauvre Mbata, je sais ce qui est derrière. Je sais ce qui est derrière. Mais alors, maintenant, professeur Mbata, je vous dis ce que je viens de dire. Rapidement, parce qu'on doit prendre on va prendre un extrait. Oui, allez-y. Mais pourquoi vous ne posez jamais aux religieux? Pourquoi vous avez changé l'église? Et vous avez changé le Notre Père? Parce que vous l'avez payé, vous avez récité pendant 2000 ans. Et quand c'est vous venez me poser pour l'église. Non, on va avancer. Donc, on a des questions pour tout le monde. Les gens qui s'amusent avec les vidéos, le prof est resté constant. Il maintient cette constitution. Elle est révisable. On peut la modifier et on va sûrement la modifier ou la réviser. Mais elle était, je l'ai dit qu'elle était meilleure que les constitutions précédentes. Et je n'ai jamais dit qu'elle était intouchable. Vous pouvez donc enlever vos vidéos. Ne perdez pas trop de temps inutilement. Et ce sont des choses qui s'écrivent. Et quand le prof Mbata parle des choses, il écrit. S'il vous plaît, le prof, les scientifiques ne discutent pas avec les gens qui sont sur le TikTok. Les constitutionnalistes de TikTok, de Facebook, des réseaux sociaux, ils savent que les universitaires, ils écrivent. Ils ne viennent pas sur les réseaux sociaux. Et ça, ce qui est dit, cette constitution, elle est révisable, on peut la modifier. Et la ligne où je vois les choses, et sera très sûrement modifiée. Merci, professeur. Mon point de vue, je voulais donner c'est votre point de vue, et vous continuez à vous donner toujours vos points de vue sur cette constitution. Ce que j'apprécie chez vous, vous avez levé un pan du voile. Donc, il faut mettre la croix sur les concepts changement. Bon, il faut revenir à l'université. Il faut qu'on vous briefe, à ce moment-là, quand vous rentrez dans vos ONG qui sont de différentes sortes, comme ça vous savez utiliser les concepts. Nous allons prendre un extrait de l'adresse du président de la République. Vous le savez, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a entamé son itinérance, une tournée à travers les provinces. Il a commencé par la province de la Chopo. C'est là qu'il a lancé l'idée, la réflexion sur la révision constitutionnelle après la province de la Chopo. Il s'est rendu dans l'espace Grand Katanga et à la grande place de la Poste, qu'on appelle la place Moïse Tshombe, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait ce que moi je considère comme étant une sorte d'interpellation par rapport aux hommes de Dieu qui devraient plus contribuer à l'unité, à la cohésion nationale que de se verser dans des discours parfois qui mettent mal à l'aise l'unité du pays. Nous allons suivre cet extrait et puis on revient après. Permettez-moi de dénoncer la manipulation et le danger de certains discours qui sont même prononcés par des personnes qui normalement devraient être au milieu du village. Je suis très inquiet quand j'entends des ministres de Dieu
sortir des énormités pour dire que les Congolaises et les Congolais n'ont pas le droit de réfléchir sur le bien fondé de leur constitution. Quel est ce peuple qui n'a pas le droit de se remettre à un moment donné de sa vie en question et de redéfinir ses orientations? Ce que j'ai dit à Kisangani n'avait absolument aucun lien avec un quelconque troisième mandat. Mais vous avez entendu que cette fameuse opposition qui n'a rien à proposer, qui avait mordu la poussière très sérieusement lors des dernières élections, cette fameuse opposition cherche à manipuler la population en disant non au troisième mandat. Qui leur a parlé de troisième mandat? Professeur Mbata, vous avez suivi l'extrait du chef de l'État à Lubumbashi, à la grande place de la Poste. Il appelle les hommes de Dieu à utiliser des discours qui puissent unir le peuple. Ah mais le chef avait tout à fait raison, le chef de l'État. Et je crois que c'était un discours. Il est dans son rôle. Il a interpellé. Vous savez, il a été élu avec plus de 70% de voix. C'est sans précédent dans l'histoire quand l'élection s'organise à un tour. Mais qui êtes-vous, messieurs les journalistes, pour interdire à le représentant, le garant de la nation? Et lui-même il a dit, de penser, qui êtes-vous? Qui peut m'interdire, moi, les garants de la nation? On sait que vous avez des robes, mais qui vous a donné cette robe-là pour interpeller le garant de la nation? Non, quand même. C'est lui que les gens ont aidé, c'est lui qui apprécie. Et il a bien dit, l'Église doit être dans son rôle. Je ne veux pas aller jusqu'à parler des politiciens de robe, c'est sûr qu'il y en a, je n'entre pas dans ces politiciens de robe, ça veut dire quoi? Ah bah comment? J'ai suivi l'émission une émission il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire ceux qui sont dans les églises qui font de la politique. Vous voulez faire allusion à Jean-Pierre Bemba? Bon, s'il a dit, c'est public. Vous pouvez le contredire, vous pouvez contester, envoyer des l'Église a réagi justement par rapport à ça. Oui, elle a réagi. Ils font la politique. Combien de fois vous entendez souvent parler des versets bibliques? Non, l'Église doit être dans son rôle. Nous voulons voir cette Église-là qui fait des miracles. Où est ce Dieu-là qui est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, qui peut changer la face du monde? Où est ce Dieu-là que nous prions? C'est ça le rôle de l'Église. Où est ce Dieu-là qui guérit, qui a la puissance, même quand nous avons la guerre, qui sait commander la guerre prend fin? Où sont... C'est qui l'Église? Et puis il est dans son rôle. Vous avez vu un autre, il va au Rwanda. Alors qu'ici il se donne, il est courageux. Il croit que le président c'est son ami. Il n'a même pas un mot à dire contre ce tyran de Paul Kagame. Au contraire, c'est nous que vous entendez monter sur tous les altars, tous les hôtels pour crier le pays est malade, le pays est en banqueroute. Il va chez un dirigeant qui a été élu avec 99,8% et qui agresse les Congolais, qui tue les Congolais et pour nous louer. Non. Et c'est là, il n'y a pas d'émission prophétique, on va arriver là. La constitution est révisable, je l'ai dit, les Français, ils ont révisé cette année la constitution de la 5e République pour introduire le droit à l'avortement, c'est-à-dire le droit pour une femme d'interrompre la grossesse sans être poursuivie. Grossesse de 2 mois, 3 mois, même jusqu'à 10 mois, la femme est libre aujourd'hui en France de mettre fin à la grossesse, ce n'est pas un crime. Ils l'ont fait. Mais chez nous, on dirait que c'est un meurtre quand même. Un fœtus qui a déjà 10 mois, vous avez le droit de le supprimer, mais c'est un meurtre. Mais en France, il n'y a pas de cardinaux, mon cher ami. Il y en a plusieurs, vous en avez entendu comment? C'est chez vous seulement que vous avez des cardinaux, des archevêques qui ont une mission prophétique, même quand on n'est pas prophète. L'émission, c'est sur la Constitution, on doit rentrer là sur des parenthèses. Bon, vos téléspectateurs ont compris. Mais nous sommes sur la Constitution pour dire qu'elle est révisable, elle peut être modifiée. Et l'appel du chef de l'État, il était dans son rôle, il avait raison. Et ce que vous avez aussi constaté, c'est la masse. C'est le peuple qui crie, changez-nous la Constitution.
Où est-ce que vous l'avez vu? À Lubumbashi, vous avez vu à Kipushi, je crois, à Kalemi, vous venez de voir, à Memabouta et à Isiro. Nous avons été par alors que la messe tenue à côté, le peuple est derrière. Justement, le peuple a été de réclamer la révision constitutionnelle. Professeur Mata, quelles sont les dispositions? Parce qu'on ne peut pas changer la constitution totalement, vous l'avez dit vous-même. Alors, quelles sont les dispositions? Parce qu'il y a des articles qui sont intangibles. J'ai fait allusion ici à l'article 220 de la Constitution. Qui parle de la forme de l'État, qui parle du suffrage, qui parle du mandat du président de la République, ainsi de suite. Ça, c'est vous, monsieur le directeur, les doctrinaires que je suis va vous dire ceci. Ce n'est pas l'unique disposition intangible. Ça, c'est une disposition intangible express. Il y en a plusieurs autres dispositions intangibles. J'en donne la première. L'article 1er, qui dit que la République démocratique du Congo est dans ses frontières au 30 juin 1960 un État de droit indépendant, souverain, démocratique, social. Mais elle est intangible, même si on ne l'a pas mis à l'article 220, vous n'allez pas la changer. Vous n'allez pas dire qu'aujourd'hui nous devenons une république. Bon, ou même alors, ça dépend d'un pays. Mais dans l'état actuel des choses, nous allons parler tout à l'heure sur des dispositions intangibles. Maintenant, pour revenir à votre question, le chef de l'État, c'est le premier des démocrates. Et bien, vous comprenez, il vient de l'UDPS aussi. Où vous avez le patriarche Étienne Tshisekedi qui s'est battu vraiment, qui a sacrifié sa vie pour la démocratie dans ce pays. Et là, vous avez le fils, le premier des démocrates. Il ne vous dit pas c'est moi qui vais toucher à la Constitution. Il vous dit je vais mettre en place une commission qui va réfléchir. Quelle élégance! Si c'était du temps de l'autre président que vous connaissez. Mais est-ce qu'en 2011 il y avait une commission? Non. Lui vous dit je vais appeler nos scientifiques. Voilà un président qui honore même les scientifiques que nous sommes. Il va appeler les scientifiques. Ils vont nous faire des propositions. C'est ce que dit le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors vous nous posez des questions. Quelle disposition vous partez? Mais vous voulez anticiper pourquoi? Mais prenez votre mal en conscience, en patience. Le président de la République a dit en début d'année prochaine, il met en place une commission de scientifiques, une commission pluridisciplinaire. Il y aura des sociologues, des juristes, il y aura, c'est sûr que les mathématiciens, bon, il y aura même s'ils sont prêts, les théologiens, les prêtres s'ils veulent et ils viennent, il va mettre en place cette commission qui va faire des propositions. Donc dans les médias, c'est aussi un appel aux différents médias que je vois en RDC. Ne passez pas le temps à poser des questions, ce sont les mêmes questions que les journalistes posent. Révision au changement. Et après, quelle disposition vous voulez qu'on change? Non, attendez, les professeurs d'université vont venir. Et à partir de ce débat que j'ai dit d'ailleurs hier, le débat est pris en charge. Ce débat sur la Constitution, le président de la République a eu l'idée, la fameuse idée de suggérer ce qu'il a suggéré. Il va mettre en place une commission qui va vous dire telle disposition peut être modifiée. Et l'opposition républicaine estime qu'il faut organiser un dialogue. Cette commission, ça sera des gens qui vont travailler pour proposer une nouvelle constitution révisée, mais l'opposition républicaine estime qu'il faut un dialogue où toutes les couches sociales de la population représentée puissent statuer sur cette question. Monsieur, qu'est-ce que vous appelez opposition républicaine? Vous faites allusion à qui? Opposition républicaine. Vous faites allusion à ces amis du FCC qui ont fui les élections. Ils se sont dit, ils ont fait tellement de mal au peuple qu'ils ont refusé de se présenter. Parce qu'ils savaient que le peuple allait les corriger, ils ont fui. Vous avez vu certains d'entre eux, lorsqu'ils disaient des déclarations, ils ont fui les élections. Ils ont fui de regarder le peuple. Vous faites allusion à cette opposition-là? Ou bien à l'opposition des églises et des cathédrales? Bon, ouais, soyez précis, vous voyez, on est scientifique, on est assez précis. Quand vous me posez des questions directes, je réponds d'une façon précise. On dit quoi? Il y a dialogue? Dialogue, c'est quoi? Il faut se mettre autour du même table. C'est quoi? Et parler des questions vitales de la nation. Vous qui? Opposition républicaine. Ça, c'est très intéressant. Une opposition en canton, vous regardez même pas. L'opposition de Facebook et de TikTok. C'est le peuple en démocratie et on va arriver là-bas. C'est le peuple qui est souverain. Le président de la République vous dit qu'il va mettre une commission. Et en fin de compte, le travail de cette commission peut être soumis au peuple. Vous avez peur du peuple? Est-ce que vous avez peur du peuple? Quel est ce démocrate qui a peur du peuple? Parce que le chef de l'État a dit que les résultats, les propositions de cette commission pourront être soumises au peuple. Vous avez peur du peuple? Vous êtes contre le peuple, monsieur le directeur? Mais en fait, il faut éviter ici ce qu'on a appelé, ce que moi j'appelais quelque part, ce qu'on entend par la particratie. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple. La particratie, c'est quoi? La particratie, c'est le gouvernement des partis politiques.
La particratie n'est pas la démocratie. Vous voulez un dialogue entre vous les politiciens pour créer une transition, vous distribuez les postes au lieu d'aller directement chez le peuple. Non. Il faut un dialogue pour prendre la révision. Vous avez lu tout à l'heure. J'apprécie que vous avez tout le temps votre constitution. On vous a dit qu'il faut aller dialoguer, il faut aller demander l'avis. Vous êtes tenu à demander l'avis de l'opposition républicaine entre guillemets. On vous a dit ça. Non, il y a des initiatives qui sont, il y a 4... Oui, vous avez dit non, il faut aller à l'église, commencer à consulter. On vous a dit ça. Est-ce que c'est vous avez lu ça? Ça, c'est la politique. Ah, c'est la politique. Tu te fais en dehors du droit. Hein? Donc, il y aura un texte de la commission qui pourra être soumis. Le chef de l'État va mettre en place une commission, il a toutes les raisons de le dire. Il est dans son rôle. Il n'y a pas de revenons à présent sur les dispositions qui méritent d'être changées. Je vous ai déjà répondu que la commission viendra. Mais plutôt posez-moi la question sur l'article 220. La commission va vous dire... Je reviens justement sur cet article. Oui. J'avais promis d'y revenir. L'article 220. Vous voulez quelques-uns? Quelques-unes? Oui, quelques articles oui, qui méritent d'être... Je donne une seule. Oui. Ou même deux. Deux dispositions. J'estime que l'article premier, le français, c'est d'être une langue officielle. Seul. Pourquoi 50 ans après l'indépendance, vous continuez à avoir une langue étrangère comme la langue officielle et vous mettez toutes vos langues comme inférieures? Le lingala, le chlouba, le gugogo et le swahili, elles sont des langues nationales. La langue officielle, c'est le français, 60 ans après. 60 ans après, vous êtes de nationalité. Bon, ça c'est moi, il n'y a jamais beaucoup, je vous ai déjà dit. Oui. Le lingala, toutes ces langues doivent devenir officielles. J'ajoute même d'autres. L'anglais, d'autres deviennent officiels comme on le voit dans d'autres pays comme l'Afrique du Sud. Mais quel démocrate, pendant 60 ans, vous êtes si content que la langue de l'étranger, de la colonisation, elle est au-dessus de tout, c'est notre langue officielle. Hein? Et puis vos langues là-bas, le chuluba, le kikongona, c'est inférieur, ce sont des dialectes, bon sang. Ça c'est moi. Je vous ai déjà dit que attendez la commission. Mais je voudrais seulement vous faire plaisir. Avec une deuxième disposition, j'arrête là. 220. Non, je n'arrive pas encore à 220. 220 sera la fin. J'arrive à la nationalité. Vous savez, j'ai fait campagne pour le chef de l'État. Massivement élu. Dans toute la diaspora. Notamment Dimelengue. Vous êtes sorti maillot jaune. J'étais le meilleur élu du Kassai central. Plus de 23 000. Donc quand je parle, c'est tout un peuple qui parle. Ce n'est pas vous. Où est le peuple? Où est le peuple? Vous êtes le peuple? Vous n'avez jamais été élu, vous voulez valorer le peuple. Quand le peuple Mbata parle, c'est 23 000 personnes derrière. Et c'est plus. Parce que ceux qui sont au Katanga, ils n'étaient pas des milliers, ils ne pouvaient pas voter pour moi. Je vois des milliers qui auraient voté pour moi à Lubumbashi. Je vois des milliers qui auraient voté pour moi ici. Mais malheureusement, c'est la disposition. Je dois parler, je voulais parler de la diaspora. Une disposition que je voulais donner. Quand on a fait campagne, nos compatriotes de la diaspora, ils ont insisté que les Congolais ne perdent pas sa nationalité d'origine. Nous allons être des Français, des Belges et nos enfants. Vous allez nous garder comme ça? Et je vous dis, j'ai reçu l'appel il n'y a pas longtemps. Les Congolais qui sont maires dans les communes françaises, ils vont entrer dans les débats. Nous avons des Congolais maires. Ils vont entrer dans le débat pour nos enfants, la question de nationalité. Donc pour le reste, il y a beaucoup de dispositions. Prenez votre mal en patience. La commission scientifique que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mettra sur pied, va vous dire quelles dispositions à prendre. Mais professeur vous arrivez à l'article 217 et puis 220. Et 217, vous êtes constitutionnaliste et moi je voudrais que vous donniez une meilleure interprétation. Il faut que je donne un lien, c'est-à-dire que je ne déroute pas ceux qui me suivent sur le continent africain. C'est important. Que je ne déroute pas ceux qui me suivent en ce moment à New York City. Que je ne déroute pas ceux qui me suivent à Caire. Et ceux qui me suivent en ce moment à Pretoria. Je ne veux pas les dérouter, je reste dans la ligne. Je vais à l'article 220. Ici d'abord il y a toutes les constitutions du monde n'ont pas cette disposition. Toutes les constitutions n'ont pas ça. Au Ghana, à l'Afrique du Sud même, où il y a un président qui se succède, il n'y a pas ça. C'est une disposition tout fou, on a mis n'importe quoi là-dedans. Au Botswana, où il y a toujours un président tous les 2 ans, il n'y a pas ça. Non, il n'y en a pas. Il faut relativité. Et oui, il y a des questions auxquelles seuls les constitutionnalistes vont répondre. Si on change la forme républicaine de l'État, on dit le pluralisme politique et syndical. On laisse toute la constitution, on enlève que le pluralisme syndical. Est-ce qu'on est dans une nouvelle république? C'est à vous de répondre. Non. C'est à ceux qui ne connaissent pas de venir apprendre, ils pourront répondre. Ils ne peuvent pas répondre. C'est-à-dire même les concepts que vous utilisez, non, c'est la 4e république. Quand est-ce qu'on passe d'une république à une autre?
Les gens ne comprennent pas qu'ils viennent se ressourcer. L'article 220 peut être modifié. Et parce que vous aimez trop la France. Quoi qu'intangible. Parce que vous aimez trop la France. Je vais vous donner 4 sources. Parce que vous aimez trop la France, vous aimez la langue française. Je vois les Congolais, ils adorent le français. Quand ils discutent même pour un simple paragraphe, ils échangent 1, là c'est point virgule, ça c'est double point. Ah, pauvre Congolais. Mais j'utilise quand même, moi je suis anglophone, je suis aussi francophone. Évidemment, je ne me moque pas d'eux. Pendant des années, j'ai été professeur invité à l'Université de Paris 13 en France. J'ai été professeur invité à l'Université de Paris Sud en France, l'une des meilleures universités européennes. Donc j'ai quand même des liens avec la France. Mais voilà ce qu'on dit. Cet article, la disposition intangible, la forme républicaine de l'État, elle apparaît en France lorsqu'on change le texte en 1884. Et il n'y a pas autant de matière intangible comme on l'a fait chez nous. Je vous donne 4 sources. Première source, française. J'aime bien les sources françaises, sinon les amis français vont se dire non, celui-là il est anglophone et tout ça. Je donne 4 sources françaises. Et j'ai suivi, il y a également des amis de RFI, ils voulaient interviewer le professeur André Mbata, TV5 Monde, France 24. Bon, le prof est là, mais il a préféré commencer par la télévision de son pays. C'est pour l'honneur que vous me faites. Je cite quand même les sources françaises. La Déclaration des droits de l'homme de 1793, comme disent nos amis les Belges. 93, comme on dit à Paris ou à Lille ou à Marseille. Un peuple a toujours le droit. Ça, c'est la Déclaration des droits de l'homme de 1793. Un peuple a toujours le droit de revoir sa constitution, de la réformer et de la changer. Deuxième source française. Bon, vous voyez que j'aime bien la France quand même. Allez-y, professeur. Deuxième source française. Et ça, ce sont des scientifiques. Vous avez en France un professeur quand même de renom, le professeur Dimitri Lavrov. Il a beaucoup écrit le professeur Lavrov. Il vous dit la même chose. Le peuple, même s'il y a des mesures d'auto-limitation, c'est ça, n'est-ce pas? Le peuple a toujours la possibilité de s'en débarrasser, de les modifier et de les supprimer. Encore un autre grand constitutionnaliste français, c'est Georges Vedel. J'aime Vedel. Et c'est généralement quand vous laissez le doyen. Là, les professeurs ont été donnés pour ici. Le doyen Vedel vous dit la même chose qu'au nom de la souveraineté. On ne peut pas interdire à un peuple, une génération d'aujourd'hui ne peut pas lier les générations futures. Il n'y a pas de constitution éternelle. Vous ne pouvez pas avoir fait une constitution aujourd'hui et lier la génération qui viendra en 3000 ans. Bon sang. Mais la constitution de 2006 dont nous parlons ici, pour emprunter les termes de collègues américains d'origine japonaise, Francis Fukuyama, la fin de l'histoire. Francis, il a été the end of the history and the last man. Cette constitution n'est pas la fin de l'histoire du constitutionnalisme en Afrique. Ce n'est pas. J'ai donné Vedel. Vous n'avez pas de Vedel. Pourquoi je n'allais pas oublier René Poincaré? Et vous terminez par lui. Parce qu'il y a je peux terminer par une source congolaise. C'est ça que je donne la force, et puis c'est pour me mettre à nos anciens étudiants à Paris 13, à Paris Sud, en France et d'autres en Belgique, de se rappeler que le prof est toujours dans ce domaine-là qu'il a. Il continue toujours à fouiller, à lire. Oui, René Poincaré va dans le même sens. La souveraineté, interdire à un peuple de revoir sa conscience, c'est commettre un coup d'État contre le peuple. C'est un coup d'État contre le peuple, empêcher un peuple de penser. J'ai vu même certaines ONG ou l'Église catholique interdire aux fidèles de réfléchir, aux citoyens de réfléchir. Ça, c'est René Poincaré. Je résume, quelle est la source congolaise, chers amis? C'est l'article 5 de la Constitution. La souveraineté appartient au peuple qui l'exerce. Il l'exerce par comment? Le pouvoir appartient au peuple, il l'exerce indirectement par la voix de ses représentants, et j'en suis l'un d'eux. Et le premier d'entre les représentants du peuple, le premier d'entre les élus, chef de l'État. Chez nous, c'est Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État. On doit le reconnaître. Président de tous les Congolais, qu'on l'aime ou qu'on le haïsse. Qu'on soit la majorité ou de l'opposition, c'est notre président. C'est le premier d'entre nous. Et la souveraineté s'exerce. Vous pouvez lire l'article 5. Je crois que vous avez bien lu l'article 218. J'aimerais que vous puissiez également lire l'article 5, en vertu de quoi le peuple peut revoir même les matières dites intangibles.
Vous pouvez lire l'article 5. On va lire l'article 5. Parce qu'on a donné les sources françaises, on va dire finalement... La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Le suffrage est universel, égal et secret. Il est direct ou indirect. Voilà, aucune fraction du peuple. Quand vous parlez, s'il vous plaît, éminence, bishop, apôtre, pasteur, prophète, quand vous parlez chef d'un parti politique, dites c'est moi qui parle, ne parlez pas au nom du peuple. Moi, vous parlez au nom du peuple. Ce n'est pas n'importe quel politicien. Vous parlez à un député national. Je représente la nation. Donc, il y a des politiciens qui ne sont pas des élus. Je parle des élus. Le président est le premier à parler au nom du peuple. Et le pouvoir vient du peuple. Il ne vient pas d'une église. Merci, professeur. Le pouvoir ne vient pas d'un parti politique. Le pouvoir vient du peuple. Vous avez été élu. Donc le peuple, le député national. On laisse le peuple qui va se prononcer sur cette matière. C'est prononcé même sur le nombre de mandats, par exemple. Même sur le nombre de mandats. Et là, disons un peu, quelle est la place du nombre de mandats? On cite les matières, non? Le suffrage universel. Nous sommes dans l'article 220. Nous sommes dans l'article 220. La forme représentative du gouvernement. Pourquoi perdre le temps sur les mandats? Je vous dis que dans tous les pays d'Afrique, où on accepte le mandat, même en Afrique du Sud, prenez en Afrique du Sud. Mais Mandela avait droit à 2 ans, à 2 mandats. Lui-même a laissé le premier mandat. Et vous n'avez pas encore entendu ce que le président Félix Antoine Tshisekedi vous a dit. Est-ce que vous avez entendu ce que vous avez dit? Mandela avait droit à 2 mandats, il n'en a fait qu'un seul. Le Félix Antoine Tshisekedi est sur les principes. Et prenons aujourd'hui, et vous voyez, j'allais oublier, monsieur le directeur. Il a dit que c'est le peuple qui va décider. Le peuple va décider. S'il veut s'attacher, il a le droit, je viens de vous citer 5 sources françaises. Il n'y a pas un seul Français, vous qui voulez m'interviewer de RFI. Vous qui voulez venir de TV5 Monde ou France 24. Il n'y a pas un seul Français ou un seul francophone qui va dénier les sources que j'ai données tout à l'heure, la Déclaration universelle des droits de l'homme, toutes ces références à Vedel, à Lavrov, à Poincaré et tout autre. Le peuple va décider. Mais voilà cette matière-là, ce qui énerve, c'est quoi? Le Rwanda aujourd'hui dit qu'il va s'opposer à tout changement de révision au Congo. C'est une ingérence aussi. Non, tu disais vers les conséquences. Comment un patriote comme moi, le Rwanda qui n'a pas d'élection, le Rwanda qui nous agresse, le gouvernement rwandais va s'opposer à toute révision à RDC. Et les Congolais qui sont en train, mais ce discours-là, est-ce qu'il est différent de ceux qui interdisent la révision? Est-ce que vous ne voyez pas un lien entre ce Rwanda et le Rwanda Paul Kagame va s'opposer? Il va utiliser tous les moyens. Professeur Mbata, revenons au Congo, nous sommes en train de terminer cette émission, mais j'ai une petite question à vous poser. Il y a une tribune d'un confrère, d'un journaliste, qui a dit Félix Tshisekedi se trouve un homme seul dans ce combat. On ne sent pas un certain accompagnement au niveau de l'Union sacrée pour la nation. Vous êtes le secrétaire permanent, le chef de l'État c'est lui qui parle. C'est à peine vous, peut-être d'autres acteurs politiques dans ce que moi je peux qualifier dans cette quête pour la révision constitutionnelle. Il y a un mutisme total au niveau de l'Union sacrée. Même pas de réunion au niveau du présidium. Qu'est-ce qui se passe? Moi je dois dire ceci. Au mois de mai, nous nous sommes retrouvés chez le chef de l'État, l'Union sacrée de la nation, député et sénateur, chef des partis politiques. À cette occasion-là, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, avait chargé le secrétaire permanent que je suis de tout faire pour redynamiser l'Union sacrée de la nation. C'est ce que nous avons essayé de faire, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons maintenant un siège. Je vais faire le rapport dans les jours qui viennent à la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation. Et le secrétaire permanent, c'est le porte-parole. Et vous le voyez. Donc l'Union sacrée prend maintenant les choses en charge. Le chef de l'État, Excellence, président de la République, haute autorité, vous n'êtes pas seul. L'Union sacrée de la nation est derrière vous. On l'a vu au Katanga, on l'a vu à Kalemi, on l'a vu à Bouta, on l'a vu à Essiro, on le voit dans la ville de Kinshasa, dans toutes les provinces. La nation est derrière
la personne qu'elle a élue à peine avec 70%. Nous sommes derrière lui. L'Union sacrée, c'est la sortie du secrétaire permanent sur cette question. Et le secrétaire permanent de l'Union sacrée est derrière le chef de l'État, la haute autorité politique. Nous sommes dans un régime de liberté. Vous savez, dans une famille, tout le monde n'a pas le même courage. Chacun a son temps. Chacun va venir. Chacun va venir, mais chacun aussi est libre. Chacun va venir, mais à ce moment, il n'y a pas la moindre confusion possible. L'Union sacrée de la nation, ce n'est pas le présidium. C'est toute une organisation dont votre âme serviteur, dont je suis le porte-parole. Et vous me voyez, vous voyez les déclarations, vous voyez les conférences qui sont faites, vous allez voir toute la semaine qui va suivre, les choses ont commencé, les gens étaient trop pressés d'aller dans les débats. Ils étaient trop pressés d'épuiser leurs armes comme s'ils en avaient. Nous sommes sur le terrain, hein, l'Union sacrée derrière la haute autorité politique, nous allons dans ce sens-là, il n'est pas seul, il ne sera jamais un homme seul. Bon, professeur, nous sommes en train de terminer, justement, c'est la fin de cette émission, mais vous êtes suivi en Belgique, partout ailleurs et je salue ceux qui sont à Joburg. Et un message à Washington DC. Un message à Washington, un message pour les Congolais qui vous suivent. Et un message à Paris, à Bruxelles, naturellement. Par rapport justement à cette question. Un message, chers compatriotes, j'étais ici pour parler de cette question importante de la Constitution, le chef de l'État, que vous avez élu massivement. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, a eu cette idée. Et pour vous, en fait, il ne traduisait que vos aspirations. Il faut relire la Constitution de la République. C'est ce qu'il a demandé. Il va mettre en place une commission. Il n'a pas décidé. Vous ne vous attendez pas à mieux que ça. Vous qui l'avez élu comme président de la République. Il va mettre en place une commission qui va faire des propositions. Ce sera la révision ou la modification. Même l'article 220, je vous ai donné des sources pour vous qui êtes à Paris. Vous savez, nos amis, vous qui êtes au Bénin sûrement, je vois également ceux qui sont à Dakar, à l'université Cheikh Anta Diop, qui attendaient cette émission pour suivre, et bien aussi à l'université de Lomé, et à Cocody également. Bon, le groupe était là, oui, à Côte d'Ivoire, et à Cocody, oui, j'ai cité Cocody. Voilà. Donc, cette constitution, la nôtre, elle est révisable, c'est l'article 218, allez sur Google. Cette constitution, même les dispositions intangibles qui ne sont pas universelles, vous savez que dans tous vos pays, là que je viens de citer, ça n'existe pas toujours, mais on respecte. Ici, il y a l'article 220 qui peut être révisé, et qui peut être modifié, s'il vous plaît, mais le peuple peut le faire, il en a le pouvoir. J'ai cité des sources que vous connaissez bien quand je vous donnais cours des travaux de séminaire là-bas. La Déclaration française des droits de l'homme. Le peuple a toujours le droit de changer. On ne peut pas le lui interdire. J'ai cité les grands que vous connaissez là, Lavrov, Vedel, Poincaré. Et la dernière source, c'était la Constitution congolaise elle-même. C'est la souveraineté nationale. Personne ne peut interdire un peuple. Le peuple est souverain, ce peuple est souverain. Il va suivre son chef de l'État. Je suis revenu en fait afin de construire l'Union sacrée de la nation, dont je suis le secrétaire permanent. Cette Union sacrée est derrière la haute autorité politique, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Même s'il n'y a pas de réunion aujourd'hui, il n'est pas énormément. Les réunions se tiennent et il ne doit pas venir se tenir sur le plateau de la RTNC. Et puis vous êtes médias indépendants. Nous respectons votre indépendance. Sinon j'aurais des réunions, mais nous disons la RTNC et donne la voix et à l'opposition. Et il n'y a que nous qui avons pu le faire. Il a fallu attendre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour voir même les opposants, ils viennent ici, ils parlent. Et cette liberté de la presse dont vous jugez, et qui fait actuellement la fierté de la RTNC, je salue la direction, je salue votre programme, tous ces journalistes engagés dans la dynamique. Quand vous avez posé des questions, vous n'êtes pas poursuivi demain parce que vous avez posé des questions. D'ailleurs, il n'y a pas de questions trop difficiles pour les professeurs des universités. Vous n'êtes pas suivi parce que vous avez pris une mauvaise image, madame. Nous étions là. Donc Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a initié, il a idéé cette idée-là, il va mettre en place une commission, je suis certainement persuadé que le peuple va suivre son chef. Merci beaucoup, professeur extraordinaire, André Mbata. Extraordinaire, c'est l'appellation, la terminologie des pays anglo-saxons. Ce n'est pas seulement la terminologie. Extraordinaire, c'est-à-dire qu'il a formé plus de 20 professeurs. À thèse. À thèse. Il a dirigé plus de 20 thèses doctorales. Mais ici à Kinshasa, à Kinshasa, j'en ai en tout cas plus de 3. D'accord, professeur alors ordinaire chez nous. Voilà, merci mesdames, messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je pense que nous allons retrouver le professeur Mbata dans d'autres tribunes parce que c'est parmi les rares constitutionnalistes dont la République démocratique du Congo dispose. Merci professeur d'être venu et de donner votre éclairage. Merci, merci beaucoup, merci à la RTNC. Merci à vous tous qui nous avez suivis et à la prochaine.